la Laponie norvégienne. 2000 Samis vivent ici de l'élevage de près de 200 000 rennes. Depuis un demi-siècle, pour les assister, la police des rennes sillonne ces immenses territoires. Sans elle, les conflits seraient légion. Ce sont des policiers pas comme les autres, des spécialistes de la prévention, les diplomates de la toundra, témoins, malgré eux, d'un monde menacé. La patrouille P2, c'est elle que nous allons suivre pendant presque un an, sur des milliers de kilomètres, par tous les temps, par tous les froids. Nous sommes au printemps. La patrouille est partie très tôt ce matin-là, une demi-journée de route. On les a appelés. Un drame bouleverse la région depuis des jours. 40 rennes se sont tuées lors de la transhumance. Les charognards servent de guide. Alors c'est ici le pire endroit sur la route de transhumance? Bah oui, c'est un entonnoir. Et depuis qu'ils ont commencé à faire la route, ça n'a fait qu'empirer? Oui, avant c'était beaucoup plus facile pour les rennes de venir ici, d'aller jusqu'à l'eau et puis ensuite autour. C'était un chemin naturel. Alors qu'ici, toute la route est surélevée. Et puis, il y a de moins en moins de place, d'année en année. C'est pas seulement ici, hein, c'est partout. C'est les constructions, les pistes de scooters, les chalets. Tout fait qu'on est de plus en plus à l'étroit et que c'est de plus en plus difficile. Le prochain est là, oui. 5, 5, 2, 7, 1. Là, c'est une femelle. Et en vérité, l'éleveur perd 2 animaux, pas seulement un. Car il y a aussi un faon. Tu vois la patte du faon? C'est une double perte pour l'éleveur. Comme tu vois ici en bas, ils avaient mis une clôture. Tu vois encore le poteau, mais on est sur une coulée de neige qui a emporté la clôture. Et il n'y avait rien pour empêcher les rennes de monter et ensuite de tomber. Les éleveurs ont entamé une procédure d'indemnisation contre l'agence des routes, mais personne n'a pris position encore. Samis contre Norvégiens, c'est un conflit ancien. Steinar Binne, historien à 16 heures, le connaît bien. La peuplade qui est venue ici il y a environ 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'est assez certain que ce sont les ancêtres des Samis. Nous qui sommes norvégiens, qui sommes venus beaucoup plus tard, quand l'agriculture s'est développée, on peut dire en poussant un peu que c'est nous qui sommes les immigrants ici, et pas ceux qui vivaient ici avant. Je suis arrivé à Alta en 1979 comme renfort pour le commissariat d'Alta. Le pire, c'était ce service de maintien de l'ordre de nuit, c'était ça qui... Être dehors, hein, et se battre avec les gens. Les gens bourrés, ça pouvait être des meurtres, n'importe quoi. Bref, des bagarres. C'est pour cela et parce que je voulais être dehors. Donc quand j'ai eu l'occasion d'avoir un poste dans la police des rennes, j'ai commencé là. Cela fait maintenant 12 ans que Steinar Binne, chef de la patrouille P2, sillonne ses routes sur des territoires grands comme 3 régions françaises. Tout au long des côtes et sur les îles, l'herbe des riches pâturages d'été. Plus au sud, coincé entre les villages samis de Kaitokeno et Karachok, le lichen des maigres pâturages d'hiver. À la fin de la guerre, les troupes allemandes avaient pratiqué la politique de la terre brûlée en Laponie. Les gens avaient faim. Les vols de rennes se multipliaient. Les éleveurs demandèrent l'aide des autorités. En 1949, la police des rennes était née. Sa mission, aujourd'hui encore, la prévention des conflits liés à l'élevage de rennes. Ce que je savais sur les Samis, c'était avec un copain de ma classe, qui était Sami. J'avais pas mal de contacts avec lui, mais on ne savait pas grand-chose d'eux.
Je peux dire, quand tu viens du sud, personne ne sait rien. Ils savent juste qu'il y a un groupe qui s'appelle Sami et qu'il y en a qui élèvent des rennes. Mais beaucoup de gens demandent s'ils habitent toujours dans des tentes. Alors que la plupart des Samis habitent Oslo aujourd'hui et ils vivent comme tous les autres Norvégiens. Des refuges comme celui-ci, à plus de 200 km de leur base d'Alta, la police des rennes en a une dizaine en Laponie. C'est là où ces hommes bivouaquent quand ils sont comme ici en patrouille pour 5 jours. Il faut être au plus près du terrain. C'est bientôt la période très sensible où les femelles mettront bas à l'abri des regards et des bruits. La patrouille P2 est repartie, des heures en scooter pour surveiller que les promeneurs norvégiens restent à l'écart des troupeaux, une surveillance discrète mais dissuasive. C'est le paradoxe de la police des rennes. Les distances sont telles qu'il leur est presque impossible d'être là quand il se passe quelque chose. Alors il faut anticiper, chercher les éleveurs, aller aux renseignements. Et ce sont des traces de pâturage là-bas. C'est le champ de Karasjok. Il va passer là, sous la montagne, j'en suis assez sûr. Et il ne passe pas sur le lac. Après 3 heures de patrouille, les policiers trouvent l'éleveur qu'ils cherchaient. Il est dans la zone à risque. Si une femelle prend peur quand elle met bas, elle abandonne son petit. Pour l'éleveur, ce serait une perte financière. On t'a embêté avec les scooters? Non. Ah, pas encore. Pas encore, hein. Ces rennes que cet éleveur suit à scooter pendant la transhumance des jours durant, c'est tout son argent. Seuls les Samis ont le droit d'élever ces rennes au nom de la préservation de leur culture. Ils utilisent la viande pour la boucherie, les bois et la peau pour l'artisanat, toute une économie fragile qui repose sur ces animaux craintifs. Les constructions, c'est un problème. Cette route qui va de Alta jusqu'au barrage, elle a fait qu'il y a tellement de gens dans les montagnes qui ont construit des chalets, des campings. S'ils avaient construit le barrage là-bas, la route ne serait pas venue jusqu'ici. Les Norvégiens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas juste qu'ils viennent jouer sur nos pâturages. C'est comme si on allait jouer sur les terres des paysans avec des quads ou des scooters. Tu vois les traces là-haut? Ils n'ont pas le droit de conduire comme ça. Si la police des rennes n'était pas là, il y en aurait bien plus comme ça. C'est eux qui ont droit. Les rennes, c'est eux qui ont droit à la montagne. Personne d'autre. À la différence du reste du pays, toutes ces terres quasi désertiques du Grand Nord appartiennent à une administration régionale responsable de sa gestion. Mais dans cette Laponie rude où l'homme est tout juste toléré, la nature a ses propres règles. Le renne est ici chez lui, c'est lui qui décide. Il suit la nourriture, l'éleveur suit le renne, et les policiers suivent les éleveurs, en essayant de rester à distance des troupeaux. Les rennes, ils sont loin là-bas. Il n'y a pas de problème. Vers Stabbursnes. La journée s'allonge, le froid tombe, il fait -10, le vent se lève. Les policiers ont déjà parcouru 80 km ce jour-là. Mais alors que la patrouille cherche un dernier éleveur avant de rentrer à son bivouac, elle s'approche trop, sans le voir, d'un troupeau. Les rôles classiques s'inversent, c'est l'éleveur qui va surgir pour arrêter les policiers. C'est un pâturage tellement merdique maintenant. On a essayé de passer par là.
Non, mais non, il faut pas prendre de ce côté-là, il faut passer par le côté sud. C'est comme ça, c'est l'enfer autour. Il y a tellement de pâturage merdique. Les conditions climatiques sont pourries. Il va là où l'on n'avait pas le droit d'aller. C'est lui qui va vers... Il va vers son kumpi. C'est la même trace qu'on a suivie. Qu'on ait suivi la mauvaise piste, ce n'est pas vrai. D'abord, le vent va vers le nord, donc le troupeau est attiré vers le nord. Et contre le vent. Puis c'est le printemps, ils sont attirés Vers la côte? vers la côte. C'est l'un des troupeaux qui est dans le plus mauvais état. Il doit être prudent avec son troupeau, qu'il ne soit pas stressé, parce qu'il est si faible. C'est la conséquence que les troupeaux sont bien trop gros pour des pâturages trop limités, et depuis trop d'années. Il y a 2 jours, j'ai chassé un troupeau qui était là. Quand les rennes viennent la nuit, ils font des tas de dégâts avant qu'on vienne le matin. Et c'est un conflit qui revient tous les ans. Et le problème dans le Finnmark, c'est qu'il y a bien trop de rennes par rapport à la quantité de pâturage. On le voit dans les montagnes, où on ne trouve plus rien. La police des rennes, on a l'impression qu'ils sont finalement surtout à contrôler la conduite illégale de scooters des neiges. Si on conduit hors piste ou sans casque, c'est ça qui les intéresse. Tout ça, c'est la faute des autorités car elles n'ont pas réussi à réduire le nombre de rennes. Nous, les paysans, on est surveillés pour tout. On ne peut pas avoir plus d'animaux qu'on a de nourriture pour eux. Et puis, il y a des années, les autorités ont dit qu'il ne devait pas y avoir plus de 75 000 rennes dans le Finnmark Ouest. Et il y en a peut-être 150 ou 160 000. Il n'y a pas assez à manger pour tous. D'un côté les éleveurs, de l'autre les paysans, les chasseurs ou les touristes, et au milieu, la police des rennes. Certains Samis disent d'elle, c'est notre police. 7 patrouilles de 2 hommes dispersés aux 4 coins de la Laponie, des policiers éloignés de tout, éloignés même des clichés que l'on a sur la police. Il faut seulement avoir fait l'école de police, mais il est préférable d'avoir quelques années d'expérience. Car il n'y a pas tellement d'action comme tu as envie quand tu débutes. Hein. Tu t'attends alors à ce qu'il se passe beaucoup de choses tout le temps. C'est pour ça que ce sont souvent des policiers un peu plus âgés qui sont candidats ici. Au cours de vos 4 ans dans la police des rennes, vous avez arrêté beaucoup de gens? Non, personne. Pas un seul. Ça en dit long sur comment on travaille. On est prêt. On va d'abord à Smørfjord. Johannes Guttorm sera là et on verra plutôt Per Ivar quand on rentrera samedi. Puis on va à Børslev et j'ai organisé un rendez-vous avec Balvar. La population sami a une vision un peu plus vieux jeu et traditionnelle de la police et de l'autorité. C'est un revirement quand tu viens d'un service d'ordre classique où tu es habitué à la confrontation physique, très souvent. Ici, c'est beaucoup plus discussion et négociation de la façon dont les gens se comportaient en Norvège il y a 2 ou 3 générations. Steinar et Bjarte sont repartis pour une semaine de patrouille. Celle-ci démarre par une mission désagréable, mais une mission de routine.
À une 50aine de kilomètres du Cap Nord, un renne a été écrasé. Il y en a pas mal qui sont renversés et il y a beaucoup de conducteurs qui ne le signalent pas. Ils ne s'arrêtent même pas. Et ici, c'est un passage très exposé. Sur cette route ici, et surtout vers le Cap Nord, il y a peut-être une centaine de rennes renversées chaque année, et peut-être la moitié n'est pas signalée. Pour la patrouille P2, ces missions de printemps vont se poursuivre. Accidents, surveillance des transhumances, toujours la vigilance. Certains troupeaux sont très affaiblis à cause des mauvais pâturages de l'hiver passé. Il a fallu les transporter en camion. Ceux-là vont rejoindre en bateau depuis un fjord près d'Alta les riches pâturages des îles du Nord pour y passer l'été. Un répit. Ils ne reviendront que dans quelques mois à la fin de l'automne, prêts pour la boucherie pour une partie d'entre eux. C'est là que les risques d'incidents vont monter d'un cran. Pour la police des rennes, de nouvelles missions se préparent. L'automne s'annonce menaçant. Un gros conflit se prépare depuis des jours. Les patrouilles se multiplient. 2 gros troupeaux risquent de se mélanger. Ce vendredi, les 2 policiers vont tenter une médiation. Oui, il y a eu des rennes là tout l'été? L'éleveur avec qui Steinar tente de négocier au téléphone est à 50 km d'ici, vers le Cap Nord. Il veut bousculer l'ordre établi, lâcher ses rennes et transhumer avant son tour pour profiter le premier de meilleurs pâturages sur la route de la transhumance. Pour le clan Utsi, déjà largement occupé à trier des rennes du voisin égaré dans son troupeau, c'est l'inquiétude. Ils se sont vus là-haut. Ils ont décidé, et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils lâcheront tout le troupeau. Quand ça? Dimanche matin. C'est peut-être vrai ce qu'il dit, qu'il n'y a plus de pâturage là-bas et que c'est pour ça qu'il doit faire la transhumance. Il y a trop de rennes. Il est de ceux qui seront touchés si le troupeau est lâché. Oh merde, il fait si froid. Et tout le système est pourri. Ah, ça fait tellement de boulot. Il faut surveiller cette clôture, la clôture là-bas, et puis conduire, rassembler. Et en plus de tout ça, il y aurait les rennes de Maguiroya. On n'a pas la capacité, pas une chance.
Je pense avec horreur si tout se mélange. Ça fera beaucoup de travail inutile. Hein? Moi, je m'en fous. Je veux seulement savoir ce que vous allez faire pour moi. Oui, parce que moi, je veux pas faire la guerre. Je veux pas me battre avec des gens. L'administration, les juristes disent que personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Mais c'est pas écrit quelque part que ceux de Maguiroya ne doivent pas passer par notre côté de la clôture? C'est pas écrit quelque part? C'est ça qu'ils disent, on ne sait pas. Ça va devenir une nouvelle bande de Gaza? Ah, c'est inutile, complètement inutile. On n'a jamais fait ça. Une fois, Michael a fait ça. Il est venu sans s'annoncer et il a failli me tirer dessus. Je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir dénoncé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu peux pas faire autre chose que nous, attendre. Attendre et voir. J'appelle si... Ouais, si tu entends quelque chose, appelle-nous. Je t'appellerai. Oui, parce que j'ai parlé avec Anders Nils. Il est dans l'enclos ici. Il n'a aucune envie que tu viennes ici. Combien de temps il te faut entre le moment où tu lâches et tu passes ici? Le même jour que tu aurais lâché tes bêtes, hein? Je crois que ce sont plus des menaces. Je ne crois pas qu'ils oseront le faire. Samedi. L'affaire de Maguiroya est toujours bloquée. Vu les distances, le téléphone est un outil irremplaçable. Les deux policiers connaissent la plupart des éleveurs de la région et le refuge se transforme en QG de crise. L'éleveur qui est sur Maguiroya, là-bas, a environ 8000 rennes. Il y a environ 10 jours, il a fait traverser à la nage ses rennes à travers ce détroit-là, sur cette presqu'île. Et il y a des clôtures qui retiennent les rennes là. Mais maintenant, les rennes ont mangé là pendant environ 10 jours et il n'y a presque plus rien à manger. Et les rennes commencent à se diriger vers la clôture car ils veulent aller vers le sud et commencer la transhumance. Mais le problème, c'est que les éleveurs qui ont leurs rennes sur la terre ferme, ils sont en train de marquer leurs fans. Et ils ont un troupeau de 10 à 12 000 rennes et ils ne veulent pas laisser les autres rennes passer ici avant d'avoir marqué tous leurs fans. Et s'il y a un mélange de ces deux gros troupeaux, je peux bien imaginer que c'est un conflit qui va durer des années ensuite. On a essayé de faire la médiation entre les deux parties et je n'ai pas l'impression qu'on a réussi. Maintenant, ils essayent de se parler entre eux. On reste dans le coin, mais on ne peut pas aller jusque là-bas parce que ça risquerait d'être interprété comme si on prenait le parti de l'un d'entre eux, et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Étrange destin pour ces policiers qui ignoraient tout des Samis et se retrouvent à s'interposer entre eux ou à s'en faire les porte-paroles. Quel chemin parcouru depuis 1979 qui avait marqué la révolte des Samis contre un projet de barrage au sud d'Alta où Steinar Binne a voulu nous emmener.
C'est à ce moment-là que je suis venu à Alta, à cause des menaces de manifestations contre la construction. J'étais chauffeur d'un des véhicules qui évacuait les manifestants d'ici jusqu'à Alta. J'étais un peu partagé, j'avais un travail à faire. Je n'étais pas d'accord avec cette décision de construire le barrage. Ce n'était pas la cause des Samis qui était importante pour moi. Je voyais plutôt que c'était une atteinte inutile à la nature. Si j'avais été plus jeune et si je n'avais pas fait ce métier, je peux bien imaginer que j'aurais participé moi-même de l'autre côté. Mais la route a finalement été construite, puis le barrage a été construit, et la centrale a été construite, comme prévu. Mais cette construction a aussi été le point de départ de l'épisode numéro 2 de la lutte des Samis. Car après, une commission sur les droits des Samis à la terre et à l'eau a été mise sur pied. Et ensuite, la Norvège a ratifié la convention de l'ONU qui reconnaissait les Samis comme population aborigène avec les droits que cela signifie. Et cela a signifié beaucoup pour l'élevage des rennes. La Constitution précise qu'ils doivent être discriminés de façon positive. Et cela signifie que l'État n'intervient pas de façon aussi énergique qu'il pourrait en fait le faire. Une conséquence de ça est qu'il y a trop de rennes. Des rennes, il en disparaît pourtant beaucoup. Ils sont la proie de prédateurs. Mais le plus vorace est peut-être celui que les Samis appellent le loup à deux pattes, l'homme. Du coup, on conserve au commissariat de bien étranges pièces à conviction. Chaque éleveur a sa propre marque, et sur ce livre, on a les marques de tous ceux de Kautokeino. Dans la plupart des cas, soit les oreilles, soit carrément toute la tête est enlevée. Mais la seule façon d'identifier le propriétaire d'un renne, c'est d'avoir les deux oreilles. Un éleveur peut reconnaître son renne à 50 mètres de distance à la jumelle. Mais je dois avoir le livre à côté pour voir que ça correspond. Lundi, la patrouille a reçu un appel. Entre Alta et leur refuge de Skaidi, des cadavres de rennes ont été découverts. Un abattage clandestin, une affaire de vol de rennes, typique de cette saison où la viande est la meilleure. Même si là-haut, vers le Cap Nord, le conflit peut éclater n'importe quand, Steinar et Bjarte doivent aller enquêter. C'est ce que m'a dit Henrik. Mais ensuite, il n'était plus tout à fait sûr parce qu'on est là maintenant, mais on ne trouve rien. D'accord, bon. Mais il est possible que ce soit aux alentours. C'est ici. C'est vieux. Tu vois, la peau est sèche. Il n'y a plus de tête. Il n'y a pas de bois ni quoi que ce soit. Hein. Allô, Henrik.
On les a trouvés, mais c'est vieux. Ça a au moins 1 mois sûrement. Mais c'est sûr que c'est du vol. Il n'y a que la peau, pas d'oreille. Ça vaut pas la peine. On enregistre juste comme une affaire et ça sera classé. Je pense que c'est quelqu'un lié à l'élevage de rennes qui a fait ça. Oui, en tout cas, quand il y en a autant. C'est un peu de la concurrence, mais quand tu aperçois les rennes d'un autre dans ton troupeau, eh bien, ça fait de l'argent supplémentaire d'abattre ces rennes-là, plutôt que de toucher au tien. Au détour d'un virage, un éleveur concerné par le conflit en cours a aperçu les policiers. La discussion s'engage. Ça a été comme ça tout le temps. Il y a eu des règles comme ça, mais ce n'est écrit nulle part. Johan Matisse, et puis nous, et puis Maguiroya, et ensuite le troupeau Utsi, et Clémette en dernier. Si ça avait été sur le papier... Eh oui, ça aurait évité tout ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Du moment où ils avaient fait traverser les rennes à la nage, Mais ça va être un enfer si tout explose. Ça va presser sur les pâturages de montagne, et au bout du compte, il n'y aura plus rien pour personne. Mais le plus simple, c'est de les laisser passer devant. Mais on n'en est pas là. Mardi. Cela fait près d'1 semaine que le conflit de Maguiroya gronde. La police des rennes patrouille sans s'approcher. La diplomatie de la toundra. Cette toundra riche en mystères qui passionne Steinar, comme cet ancien rocher sacré qui se dresse fièrement non loin de leur refuge de Skydi. celui-là a sûrement été utilisé pendant plusieurs milliers d'années et sans doute jusqu'à il y a une 50aine d'années. Il faut peut-être remonter à la religion Sami avant l'ère chrétienne et comprendre que c'était une religion de la nature, où la montagne et les pierres avaient une âme. Et des pierres sacrées comme ça avaient une grosse importance avant, dans le monde des rennes. Il y a quelques années, un gros troupeau qui traversait ici s'était mis à tourner en rond. Peut-être avait-il pris peur en voyant un homme bouger. La ronde avait provoqué des tourbillons. Les rennes étaient entraînées vers le fond, c'était la panique. Les éleveurs qui surveillaient en petits bateaux avaient dû foncer dans ce cercle mortel pour le briser et ramener le calme. Une quinzaine de rennes s'étaient noyées. Et il y a ces histoires de gens qui ont négligé ça. Il y avait ce que l'on appelait la chance du renne. Une expression indéfinissable, mais qui a pour conséquence que le troupeau va bien et grandit. On doit pouvoir coopérer avec les siens, avec les voisins, mais aussi avec la nature et avec les forces de la nature. Alors qu'ils sont sur le point de partir, un coup de téléphone, inattendu, presque inespéré. Oui, ça a l'air très bien. Au revoir. Il n'y aura pas 20 000 rennes d'un coup ensemble. Ils ont eu une rencontre avec Clémette et il a eu la permission de passer.
Ah bon? Quand? Demain. Bon, donc ça se passe bien. Et le Smørfjord. Ils vont envoyer des gens pour retirer les rennes et voir combien se mélangent. L'affaire est réglée. Pour cette année. Et ça n'ira pas vers Anders Nils Utsi. Après l'herbe grasse de la côte, le renne va devoir se contenter du lichen sous la neige. C'est l'hiver, la période la plus dure. Les rennes retrouvent la toundra au cœur de la Laponie profonde entre Kaitokeno et Karachok, là où ils se concentrent sur des contrées plus disputées, où contrairement au pâturage d'été, il n'y a presque pas de clôture. La chance du renne ne sera pas de trop. Et qui sait si les Samis qui ont adopté la religion luthérienne ne se tournent pas encore secrètement vers les anciennes forces de la nature. Février. La patrouille P2 a elle aussi migré au cœur des pâturages d'hiver. Il fait moins 25 degrés. Un éleveur a porté plainte. Les rennes du voisin ont pénétré sur son pâturage. Il faut y aller. Des heures de scooter pour trouver un homme sur la toundra. Seul repère, son Gumpi. Il y a des traces là-bas, mais C'est vieux. c'est difficile à dire. Je ne crois pas qu'il y ait eu des rennes ici avant, non. J'ai l'impression d'entendre un scooter. Michael est par là, c'est sûr. Peut-être qu'on va faire un tour et voir si on le trouve. Mais l'éleveur tourne sans doute près de ses rennes. Donc soit il va revenir ici, ou bien il est retourné au village. Donc on va attendre un moment, voir s'il revient. Je crois qu'on va repartir et repasser demain, en espérant qu'on aura plus de chance. Deux heures d'attente dans un froid mordant, mais alors qu'ils partent, leur patience est récompensée. On va voir s'il s'arrête. Il y a eu une plainte de la zone de Karachok. Maintenant? Oui, que tu étais du mauvais côté. Ah? Ah bon? Où est-ce qu'elle passe la frontière? Voyons, elle passe là, au milieu du marais, et jusqu'à là-bas, en biais sur l'eau. Ah, d'accord. On va te montrer sur la carte. C'est là que ça passe. Tu as ce sommet-là,
Tu peux passer là, prendre ce pâturage-là, et ça passe là, sur ce ruisseau. C'est la frontière de pâturage. La piste de scooter passe là, comme ça. Ah oui, là c'est la piste, là, autour. Oui, autour. Donc tu sais maintenant. Oui, mais la forêt, elle passe où? La forêt, là. Mais ceux que tu as de ce côté, tu dois les enlever. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Mission terminée. Retour au refuge en pleine toundra, à 1h30 de là, à travers ces pâturages si précieux enfouis sous la neige. La toundra du Finnmark est quasiment aussi sèche que le Sahara. Donc en règle générale, vous avez 20 ou 30 cm de neige sèche pendant l'hiver. Ce qui fait que les rennes creusent facilement dedans et trouvent la nourriture. Mais s'il y a plus de neige et plus de pluie, cela fait que vous avez de la neige, puis de la pluie qui gèle. Cela fait des couches de glace que les rennes n'arrivent pas à casser. C'est sans doute la plus grande menace contre l'élevage de rennes. C'est une menace à cause du changement climatique. Ce jour-là, un scooter est en panne. Steinar part seul en mission. C'est un endroit qui s'appelle Fjällmajoka et ce qu'on va voir ici sont deux éleveurs de rennes qui ont eu leurs troupeaux mélangés au début de l'hiver et qui vont les séparer et transhumer maintenant. Parce que l'état des pâturages est mauvais. Ils veulent constituer les troupeaux plus petits afin de mieux utiliser les pâturages. Je vais simplement être là et m'assurer que tout se passe bien, car dans ce type de situation, des conflits peuvent éclater. Sont-ils amis, sont-ils ennemis? Pour limiter les conflits d'hiver qui sont les plus nombreux, l'administration tente de tracer de nouvelles frontières entre les éleveurs. La tâche semble illusoire. Dans la tradition sami, il n'y avait pas d'écrit pour faire valoir ses droits. On négociait entre éleveurs, comme ici lors du tri, d'une année à l'autre. Aujourd'hui, chacun marque ses positions. Parmi ces hommes aux aguets, l'un a franchi le pas. Il a fait parler la poudre. Jon Etta se rappellera toute sa vie ce soir de Noël 1989, cette nuit qui s'était finie en drame à l'issue d'une course-poursuite incroyable dans le plus hostile des décors. On était là-bas. J'étais dans une zone où j'avais pas fait brouter mes bêtes avant.
Et puis il est venu. Il m'a dit que je ne pouvais pas venir ici, que c'était son territoire. Et il était ivre. Il a commencé à se disputer. J'allais partir quand il a tiré. Depuis que l'Office de gestion des rennes a commencé à délimiter les zones de pâturage d'hiver, c'est devenu le chaos. Il y a beaucoup de menaces depuis. Des menaces graves. C'est quelqu'un qui est venu tirer sur la cabane. On peut dire que c'était une sorte d'avertissement, quelque chose comme ça. Jon avait été blessé sous l'omoplate gauche, l'autre avait écopé d'1 an de prison. Brutalement, la Norvège avait découvert l'ampleur du drame qui se jouait loin de tous. Mais sur cette toundra inhospitalière, il n'y a pas d'enfants de cœur. Les 2 policiers le savent bien. Alors plus que jamais, la police des rennes sait qu'elle doit rassurer par sa présence, être à l'écoute. Si on menace quelqu'un d'autre pour avoir le pâturage, c'est pas... Ça a toujours été comme ça dans les montagnes. Le droit du plus fort. Tu ne vas pas être bientôt retraité, toi? Ouais, c'est bientôt. Arrêter avec tout ça? Déménager en Thaïlande. Oui, être allongé sur la plage. Plutôt que de geler. Parce que tu as quelques journées de froid et de gel. Ouais, plus d'une fois, ça m'a usé. Et en plus, un peu de guerre sous la toundra. De la guerre plus qu'assez. Il y a beaucoup dont nous n'avons pas entendu parler. Oh mon Dieu, tu peux en être sûr. C'est un peu la tradition de ne pas appeler à l'aide les autorités. Eh, c'est ça. C'est beaucoup comme ça. Tu es censé te débrouiller au maximum tout seul. Ah, autant que tu peux, mais une fois, ça tournera mal. Oui, l'élevage de rennes, ça n'a jamais été possible de le faire tout seul. Tu es censé collaborer avec les autres à l'intérieur du clan et avec les voisins, pour que ça marche bien. L'élevage de rennes n'est pas seulement un métier, c'est un style de vie. Avec la mécanisation de ces 30 à 40 dernières années, c'est très cher de faire de l'élevage et cela signifie que tu dois avoir beaucoup de rennes pour en vivre. Beaucoup de rennes, mais pour des pâturages plus disputés, plus difficiles d'accès l'hiver à cause du réchauffement, une équation qui semble impossible dans un environnement aussi extrême. Un tableau sombre pour beaucoup d'éleveurs. Je crois que les générations futures ne seront peut-être pas aussi idéalistes et que de cette façon, il y aura moins d'éleveurs de rennes. Il n'est pas impossible que l'élevage de rennes disparaisse. Je peux imaginer que ça prendra une autre forme en Norvège où on nourrira les rennes l'hiver avec du foin et des granulés. Je pense que ce sera de plus en plus fréquent. Si le nombre de rennes avait été réduit massivement, je crois que ça aurait aidé beaucoup. On a toujours entendu qu'on ne doit pas demander à un Sami combien de rennes il a.
Ça a à voir avec la chance du renne. Parce que le jour où tu commences à compter le troupeau, pour voir combien de rennes tu as, alors tu perds la chance. Tu peux dire que ça va bien pour toi, mais pas dire que tu as la chance du renne. Parce qu'alors, tu peux la perdre.